céder la parole à Monsieur Chris Domestos, donc, qui est de la Fédération des patrons belges, et donc qui est premier conseiller au Centre de compétences emploi et sécurité sociale, sécurité, santé et bien-être au travail. Goedemiddag. L'après-midi, commencer peut-être en français pour après continuer en néerlandais. Encore quelques petits mots sur moi-même. Je pense que c'est important de savoir que j'étais déjà là en train de m'occuper de cette matière au moment que le fameux arrêté de Mead-Smith était en vigueur, 92. Petite anecdote, à ce moment-là, il y avait déjà dans l'arrêté royal la possibilité d'avoir des personnes de confiance. Et à ce moment-là, il y avait pas mal d'entreprises qui avaient nommé Madame Mead-Smith comme personne de confiance pour leur entreprise. Juste pour vous expliquer que on a dû travailler pour convaincre aussi nos membres, nos employeurs, que prendre les choses vraiment sérieux et de s'y attaquer. Après, j'étais là en plein débat pour la loi Onkelings 2002, qui après a été transformée ou intégrée dans la loi bien-être au travail. Et là, je pense que j'ai un slide avec contexte. Je suis en train d'expliquer déjà le contexte. Mais ça, c'est important aussi. Ça, c'est au moment qu'on a terminé les discussions sur la fameuse convention 190, violence contre hommes et femmes dans le monde du travail, avec l'équipe ici sur scène. Moi, j'ai fait partie du petit comité d'experts qui, 4 ans avant, a lancé les débats sur la thématique. J'étais là dans le comité de rédaction, alors j'étais pleinement dans les discussions là aussi. Alors, je peux dire, je pense que j'ai entre-temps un peu d'expérience avec la matière et comment on peut améliorer, parce que ça, c'est, je pense, le but pour tout le monde, améliorer les choses aussi dans le monde du travail. Maintenant, je suis plus tellement fier sur cette convention-là pour plusieurs raisons. Je pense qu'on a vraiment là raté une occasion pour ne pas bien décrire les actes ou les gestes qu'on veut absolument éliminer du monde du travail. Les pays développés ont poussé pour une définition très large, ce que je comprends aussi, parce qu'eux voulaient incorporer des actes ou des gestes très larges, mais au même moment, dans les pays en voie de développement, on a laissé maintenant la porte ouverte pour exclure certains comportements abusifs, etc., pour des raisons culturelles, religieuses, etc. Les premiers pays, la liste des pays qui ont déjà ratifié, parmi ces pays, Uruguay, Somalie, Équateur, Namibie, des pays où on sait, tout le monde sait que là, c'est très important, ils s'y attachent vraiment à combattre contre le sexisme, harcèlement et violence au travail. Je rigole et bientôt, la Belgique on sera parmi cette liste-là, mais je pense qu'on a vraiment raté là une occasion. En ja, ik ga nu verder in het Nederlands, misschien ook nog anekdotisch, maar niet onbelangrijk. Je poursuis en néerlandais. Toujours une anecdote, mais pour parler d'un comportement exemplaire. Pendant notre travail en 2016, donc nous sommes dans une institution tripartite. Il y a des représentants des travailleurs, syndicats, des représentants des employeurs et des autorités. Pendant les discussions, il y avait un porte-parole qui, pendant 2 jours, a adopté précisément le comportement
que tout le monde condamnait parce que pendant toute la réunion, il s'est montré blessant vis-à-vis d'une jeune stagiaire. À un moment donné, on a voulu interrompre la réunion et rentrer à la maison. Hein. Puis, pendant la conférence même, il y a eu plusieurs cas de comportements transgressifs, des personnes des niveaux les plus élevés, hein, ambassade, consulat et même la direction de l'Organisation internationale du travail. Et donc, à un moment donné, un directeur général a vraiment vexé ma collègue. Donc, en fait, ma directrice même, parce qu'il voulait uniquement m'adresser à la parole et excluer ma collègue, qui était ma directrice, de toute la discussion. Donc, je pense qu'il est important de ne jamais oublier ce genre de situation et qu'il s'agisse de la direction ou de nous tous, nous avons tous un rôle exemplaire à jouer. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la convention? Et je serai bref. Mais donc, tout cela a d'ailleurs été repris dans notre législation sur le bien-être. Donc, ce sont des éléments de base, un mécanisme de sanction, soutien, encadrement, compensation si nécessaire, analyse de risque, prise de mesures, formation, conscientisation, donc sensibilisation, information, formation, mécanisme de plainte, examen. Ce sont les ingrédients les plus classiques et moi, très sincèrement, je n'y crois plus vraiment. À mon avis, ce n'est plus la panacée. Et je reviendrai tout de suite là-dessus. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque, les employeurs n'étaient pas très contents de cette loi. Hein. Il y avait énormément d'articles qui parlaient de la loi harcèlement de Onkelix, harcèlement vis-à-vis des employeurs. Hein. C'est ce qu'on disait à l'époque. Puis, il y a eu d'autres modifications, comme l'a dit la collègue, et désormais, cette loi fait partie intégrante de la loi sur le bien-être. Aujourd'hui, les employeurs ne disent plus rien, hein, ne disent plus se faire harceler par cette loi parce qu'ils ont leurs procédures, ils ont des personnes de confiance, des services externes, des conseillers en prévention spécialisés, des procédures formelles, informelles, tout existe et pour eux, tout est résolu. Mais non. Mais c'est ce qu'on se dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne me pose plus de questions. Hein. Personne ne s'oppose à la loi. Mais est-ce que la loi permet de résoudre les choses sur le terrain? Non. À mon avis, il faut changer encore pas mal de choses. Et donc, voici le seul exemple d'une phrase soutenue par toutes les parties différentes. Donc, toute personne doit s'abstenir de tout acte de violence, d'harcèlement ou de sexisme. Donc, ça, c'était le point de départ. Et tout le monde s'accordait là-dessus. Mais l'étape suivante porte sur ce cas de figure que je présente à chaque entreprise. Je dis à chaque entreprise, moi, je ne dois pas vous expliquer pourquoi ce thème est important et pourquoi vous avez besoin d'une politique en la matière. Hein. C'est à vous de décider cela. Et donc, si on commence à travailler au sein d'une entreprise, on ne choisit quand même pas d'accepter des cas de violence, d'harcèlement sexuel, etc. Lorsqu'on permet le développement d'une certaine ambiance, d'un cadre qui accepte ce genre de mentalité, cela aura des conséquences pour l'entreprise, pour la culture d'entreprise. Donc, il est important que les employeurs s'y opposent. Les travailleurs victimes et les autres employeurs, travailleurs aussi d'ailleurs, ne pourront jamais travailler correctement. Aujourd'hui, et c'est positif, il y a de plus en plus de jeunes qui vérifient d'abord les valeurs des entreprises. Et donc, ce sont des valeurs environnementales, mais aussi des valeurs sociétales, des valeurs humaines. Et donc, aujourd'hui, ces valeurs représentent un levier important. Il faut veiller à ce que les valeurs humaines soient respectées. C'est le seul moyen d'attirer des talents.
La prévention. La prévention est notre mot d'ordre. Les collègues l'ont déjà expliqué, ma vision est quelque peu différente. Dans le cadre des recherches menées sur la base de la pratique, nous savons depuis bien longtemps que toute politique qui s'oppose à certaines choses, parce qu'on continue de dire il faut lutter contre, or nous savons qu'un projet positif en faveur de quelque chose permettra d'obtenir de meilleurs résultats en déployant moins d'énergie. Pourquoi? Je vous donne quelques raisons. Et donc, il s'agit ici de la tolérance zéro. Lorsqu'on lutte contre quelque chose, il faut définir, faire un rapportage, des comptes rendus, et puis il y a des discussions jusqu'à l'infini, sur chaque petite définition. Et n'oublions jamais qu'il y a toujours des cas spécifiques sur lesquels personne n'arrive à s'accorder. À l'époque, au sein des Nations Unies, on avait une réunion portant sur les définitions et on a donc dû interrompre la réunion. Les Australiens, je peux le dire parce qu'il n'y a pas d'Australiens dans la salle, eh bien, les Australiens ne pouvaient pas accepter que les blasphèmes soient intégrés dans la définition parce que ça faisait partie intégrante de leur culture. Donc, si on lutte contre quelque chose, on reste souvent coincé. On investit beaucoup d'énergie dans les définitions, dans les analyses. Est-ce vraiment un cas de sexisme, de violence, de comportement transgressif? Et donc, la même chose vaut pour cette zéro tolérance ou zéro accident de travail, par exemple. Là aussi, je m'y oppose, non pas parce que je m'oppose à la philosophie sous-jacente. La philosophie, le point de départ me semble tout à fait louable, mais souvent, on se limite à quelques simples chiffres. Et tout à l'heure, il y avait des questions et tu as dit, si on reçoit d'abord plus de plaintes, on sera content parce que ça veut dire qu'on y pense. La zéro tolérance veut dire qu'on se base souvent uniquement sur les chiffres, ce qui veut dire qu'on ne voit pas les informations, les leviers permettant de gérer ou de s'attaquer aux problèmes sous-jacents. Donc, il ne faut pas se limiter aux données chiffrées. D'accord? On peut bien avoir comme ambition la tolérance nulle, mais lorsqu'on veut mener une telle politique, il faut dire qu'on va y investir les moyens nécessaires, les ressources humaines nécessaires et que la direction aussi fera tout le nécessaire pour réaliser cette ambition, sans quoi ce sont que quelques procédures de plus. Mon point de départ est le suivant. Moi, je ne suis pas contre. Je ne lutte pas contre. J'essaye de créer un environnement de travail dans le cadre duquel chaque travailleur peut et veut fonctionner le mieux possible. Et donc, cela veut dire qu'on met à disposition tout le nécessaire pour bien prester et les travailleurs doivent aussi avoir la volonté de développer les propres talents, les propres compétences. Et donc, il y a des méthodes qui permettent de mettre sur pied une telle organisation, une organisation dans laquelle les personnes peuvent et veulent donner ce qu'elles ont de mieux en elles. Et cela veut dire qu'on n'accepte jamais aucune forme de comportement transgressif. Par ailleurs, et c'est un point important, nous voulons un environnement de travail vivant. On ne veut pas suivre l'exemple des Américains où les relations interprofessionnelles sont fonctionnelles, où on n'a plus aucun sentiment, aucune émotion. On ne veut pas cela. On ne veut pas faire comme en Amérique et comme dans certains autres pays anglo-saxons où on ne peut même pas se déplacer ensemble, partager un même bureau. Et donc, sur ce, je tiens à faire référence à une étude intéressante, l'autre côté du travail, une étude menée par
l'agence Randstad, parmi des dizaines de milliers de travailleurs belges, et l'on examine dans cette étude des aspects doux, soft du travail. Hein. Peut-on être soi-même? Peut-on s'habiller comme on le souhaite? Peut-on avoir des tatouages? A-t-on des amis parmi les collègues? Donc, ce sont des points très intéressants qu'on examine et les résultats sont tout aussi intéressants. Je ne connais pas les chiffres par cœur, mais en fait, de manière générale, nos lieux de travail sont plutôt chaleureux. Donc, il y a une bonne base, en d'autres termes, pour aider les personnes qui rencontrent des problèmes, qui sont les victimes de comportements sexistes, transgressifs. Donc, cela veut dire que de manière générale, les personnes souhaitent une culture d'entreprise positive. 82% des travailleurs déclarent être un soutien pour les collègues et 70% dit être soutenus par les collègues. Bon, ça veut dire que 20-30% ne se sentent pas soutenus ou ne reçoivent pas le soutien. C'est toujours un vaste groupe, mais de manière générale, nous remarquons que si on a plus de soutien, la satisfaction sur le travail augmente. Point inquiétant, un collaborateur sur 4 dit avoir au moins un ennemi au travail. Dans le cadre de cette étude, on a délibérément utilisé le terme ennemi parce que c'est un mot puissant. Une personne sur 4 dit avoir un ennemi et cet ennemi, on le trouve assez rapidement en début de carrière et en fonction de la durée de la carrière au sein d'une même entreprise, le nombre d'ennemis augmente. Et ça, c'est inquiétant car un terme aussi puissant veut dire qu'il y a probablement des comportements transgressifs, réciproques ou pas. Donc, cela permet de comprendre de manière différente le travail en Belgique. Et donc, quelle est ma vision sur l'organisation? En réalité, on vise effectivement que le travailleur se retrouve en équilibre. Il est important, bien sûr, de faire montre de ses compétences, de ses talents. Et il faut que ce soit en équilibre, en balance avec le travail, conditions de travail, rémunération, etc., conditions de travail, santé, sécurité, éclairage, ergonomie, et puis les relations au travail, comment agir les uns avec les autres. Il faut qu'il y ait un équilibre. C'est très dynamique. Moi, une de mes inspirations auprès du LISO après à la FEB ne sont plus les mêmes que celles que j'avais à l'époque. Mes valeurs non plus, elles ont évolué. Et j'ai maintenant également la composante environnementale qui est devenue très importante. Donc, ça doit être une donnée dynamique et ça, c'est fort important. Afin de pouvoir contrôler ces relations au travail, éviter les frictions ou encore pire, le sexisme, le comportement sexuel inadmissible. En fait, les autres composantes sont tout aussi importantes. Un exemple, tout le monde a parlé du personnel dirigeant, donc ils ont un rôle clé, oui, mais si la personne dirigeante ne joue pas son rôle de dirigeant, où il est arrivé à un niveau d'incompétence tel qu'il n'est peut-être plus en mesure de jouer un rôle clé pour pouvoir détecter ce comportement transgressif ou pour le tuer effectivement dans l'œuf. Non, quand on n'est pas à sa place dans une fonction, dans un job, de façon voulu ou non voulu, on ne sera pas soi-même non plus dans la relation de travail avec les collègues. Donc, tout est important. Mais je sais que le sujet d'aujourd'hui est celui de la relation de travail et du comportement transgressif. Ce qui est vraiment central dans toute cette présentation, c'est le leadership, le respect, la confiance. Et effectivement, bon, je vais aller un peu plus vite parce que je sais qu'on n'a pas énormément de temps, mais le leadership, donc, c'est qui le leader? Le leader n'est pas celui dont je suppose qu'il est le manager. Le leader, c'est le
d'ouvriers. Qu'est-ce que j'entends par cela? Le leadership, ça ne veut pas forcément dire la position, le ranking, la place qu'on occupe dans la société. Ça dépend de comment on se comporte au niveau du travail. Si on donne le soutien nécessaire, si on détecte les choses. Donc, le leadership, c'est quelque chose qu'on peut tous prendre en main. Mais c'est vrai que quand on est à un niveau plus élevé dans la hiérarchie, il y a moyen d'obtenir peut-être un peu plus que ceux qui sont au bas de l'échelle. Le respect mutuel, la confiance, bien sûr, des réactions que j'ai en général dans la salle, oui, mais un concept aussi soft. Oui, mais entre-temps, plein de méthodes ont surgi et tout ce qui concerne le respect, la confiance a été transformé en méthodes, des méthodes qui nous permettent d'atteindre des résultats. Qu'est-ce qu'on entend par confiance? L'intégrité, la fiabilité, la sincérité, l'engagement, la cohérence, la compétence, tout ça, ce sont des aspects qui font donc la confiance. Et voilà un exemple de méthode où la confiance soft a été transformée en méthode dure, le speed of trust, la vitesse de la confiance. 13 comportements dans nos relations avec les autres, avec les clients, avec le monde extérieur, avec les collègues, 13 éléments qui sont importants. À chacun de ces, on peut travailler sur chacun de ces éléments, mais ce qui compte, c'est qu'en fait, c'est pas juste un petit manuel avec des instructions. Non, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pratiquer au quotidien sur le lieu du travail. Et ce sont des choses qu'on fait tous ensemble. Il faut effectivement que ces comportements soient adressés à quelqu'un. C'est une méthode qui nous permet de reconnaître que quelque chose cloche dans une relation, parce que mon collègue s'adresse à moi d'une certaine façon. Donc, c'est très reconnaissable. Et en fait, quand on a le soutien de la direction à 100% et qu'on développe cela ensemble, je ne peux pas suffisamment insister sur le caractère ensemble. Il faut faire les choses ensemble. Quand on fait les choses ensemble, on peut atteindre effectivement énormément de choses avec cette méthode. Et on peut effectivement se combattre le sexisme au travail qui est effectivement une attitude non tolérée. Le respect, give it to get it, donner du respect pour en recevoir. Je vous respecte, nous respectons. Voilà ma présentation. Je voulais juste vous montrer que toutes ces choses que nous avons déjà dans l'arsenal législatif ne suffisent pas. Si on veut aller au noyau du problème, au centre du problème, si on veut vraiment bannir tout ça du contexte professionnel, il faut aller encore un peu plus loin. Il faut construire ensemble un environnement meilleur dans lequel les gens prennent plaisir à travailler ensemble et qu'ils ne sont plus des ennemis et qu'ils n'ont plus d'ennemis. Merci.